parmi eux Omer Joly-de-Fleury, président au Parlement, le dernier procureur général, celui qui a rôti dans l'affaire du collier de la Reine, ses prédécesseurs qui étaient intervenus dans le testament de Louis XIV au moment de la Régence. On y retrouvera également un attaché, un intendant général des finances qui avait succédé à Necker. C'est en 1853, ce sont les Joly-de-Fleury qui ont construit le château. En 1853, le château sera vendu à d'autres personnages tout aussi célèbres et tout aussi, je dirais, quasi ignorés, les Grandidier. Grandidier était un notaire. Le père Grandidier n'était pas excessivement connu, mais par contre, ses fils, Alfred Grandidier, grand voyageur, grand explorateur, son frère Ernest, grand voyageur, grand explorateur, conservateur en chef du musée du Louvre, Alfred Grandidier, président de la Société de géographie, membre de l'Institut. Et c'est eux qui, en 1888, vendront le château au personnage qui va être question ce soir, Edmond Bertissol. Mais pour continuer sur ce passé riche de Fleury, et qui est oublié, après Edmond Bertissol, et on verra tout à l'heure, le château et le domaine de Fleury, puisque ça constitue un domaine, et que le château et le domaine de Fleury constituent à lui seul, à l'époque, quand même les 2/3 de la surface de la commune, sera vendu à Eugène Aubrivité. Eugène Aubrivité, qui est un archiviste et qui est marié à une Essonnienne, qui est Léontine d'Herblay, de Corbeil. Durant la guerre 14, d'ailleurs, c'est Eugène Aubrivité, ses deux neveux étant partis à la guerre, qui dirigera les papeteries d'Essonne. Eugène Aubrivité restera à Fleury jusqu'en 1925. Et le château, tous ceux qui ont habité le château étaient à la fois châtelains et en même temps, bien souvent, maires de la commune. Après Eugène Aubrivité, la propriété passera dans les mains du comte de Rohan-Chabot et ensuite à la marquise de Maillet de la Tourlandry, bien connue de ceux qui font partie de la sauvegarde du patrimoine qui a créé la sauvegarde de l'art français, la société. Alors pour en revenir à Edmond Bertissol, c'est un personnage exceptionnel. Si vous venez à Fleury, que vous rentrez un jour dans le cimetière de Fleury, vous apercevrez dans le mur d'enceinte du cimetière, du vieux cimetière, puisqu'il y a maintenant Fleury de cimetière, l'ancien plus un plus récent, une petite grille. Vous la poussez et là, un enclos. Un enclos avec 3 tombes, dont une voilà. Alors c'est depuis 1988 que je me suis penché sur l'histoire locale de Fleury pour commenter un peu les premières diapos que nous n'avons pas passées. Et Edmond Bertissol ne constitue que l'un des volets de l'histoire de Fleury. Edmond Bertissol, les Grandidier, la marquise de Maillet et d'autres personnages, hommes de théâtre comme Grenet d'Ancourt, etc., auraient pu faire l'objet d'ailleurs d'un texte également. Voilà la seule photographie d'Edmond Bertissol que l'on a. L'autre est une gravure qui était parue et qui ornait toutes les biographies parlementaires. Et lorsque Bertissol fera apparaître des biographies, ce sera toujours la même gravure qui reviendra. Que ce soit les biographies officielles ou les biographies de complaisance que Edmond Bertissol savait savamment entretenir et dont on verra tout à l'heure. C'est la seule photographie que nous avons et nous la devons à Madame Blavet, qui est l'arrière-petite-nièce d'Edmond Bertissol et qui est ici ce soir. Et je leur remercie d'être venus. Alors voilà ce que vous allez découvrir à Fleury-Mérogis. Voilà la tombe. La sépulture de Bertissol porte pour toute inscription sépulture Bertissol. Lorsque j'ai découvert cette tombe, la première idée qui nous est venue, c'est de penser, est-ce que le personnage
qui est là enterré. Est-ce le Bertisol de l'apéritif? En 1889, je lui avais dit non, ça n'a rien à voir, puisque les documents que nous possédions, les cartes postales, etc., ne faisaient pas référence à l'apéritif, mais à Bertisol comme ingénieur. Alors, Edmond Bertisol est né en 1841, rue de l'Erceau, dans l'Aude, à Portel-en-Corbière. Edmond Bertisol, contrairement aux documents qui vous a été distribué ce soir, mais l'histoire se vit, il y a des précisions qui arrivent à chaque fois, on le donne comme le 4e d'une famille de 6 enfants. En réalité, c'est le 5e d'une famille de 7 enfants. Il y avait un certain Urbain, et ça, je crois que Mme Blavet va sourire, parce que, bon, on a eu du mal à le retrouver, et mon ami Jean-Louis Escudier, qui, dans le Midi de la France et dans l'Aude, travaille énormément sur ses recherches avec moi, bon, et par nous, on a retrouvé le Urbain Bertisol, et qui était, donc, Edmond Bertisol était le 5e d'une famille de 7. Il est né à Portel-en-Corbière. Il apparaît que le nom Bertisol est un nom qui est propre à Portel-en-Corbière, tout du moins son origine. L'origine du nom serait catalane, ce serait une déformation de Bertissou, et Bertissou qui viendrait de Bart, qui veut dire le buisson. On dénombre à l'état civil de Portel-en-Corbière pas moins de 50 Bertisols au début du siècle. Et tous, ou pratiquement tous, sont maçons, ou ont des travaux qui ont une relation avec les maçons. Dû notamment justement à ce village de Corbière, vous pouvez voir, ce sont les plâtrières de Corbière. Toute cette chaîne, c'est de là qu'est tiré le plâtre, ou la roche à partir de laquelle on faisait le plâtre. D'où une quantité énorme de maçons sur la commune de Corbière. Le père de Bertisol était maçon, son grand-père l'était également. C'était une famille relativement modeste à cette époque. Jusqu'aux années 1850, la famille apparaît modeste. En 1851, on voit Alexis Bertisol, donc le père de Bertisol, accepter en régie la construction d'une fontaine pour la commune de Portel. Une tâche qui lui sera payée par la mairie à la journée. Il effectue ses travaux avec son fils Urbain. Ça, c'est ce que M. Escudier a retrouvé tout à fait dernièrement. Et sa fille Elisabeth. Comme quoi, c'est bien là un signe de la modestie de la situation des Bertisol à l'époque. La jeunesse d'Edmond Bertisol est entourée d'incertitudes, de réalités, de légendes, que lui-même d'ailleurs savait savamment entretenir dans ses biographies officielles ou de complaisance. C'est ainsi qu'il est difficile de connaître la nature et le niveau de sa formation initiale. Pour Bertrand, le biographe des parlementaires de cette fin de siècle, Bertisol avait fait ses études à Perpignan et débuté dans les travaux publics après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur. C'est ce que dit la biographie. Le même auteur sera plus vague dans la notice biographique qu'il propose 10 ans plus tard. Il est ingénieur constructeur. Toute référence à un quelconque diplôme est disparue. En 1898, Bertisol fait publier une nouvelle mouture de sa biographie dans laquelle il apparaît comme un homme sorti du rang. Le portrait frise la caricature. Je cite, « Mais pour être ingénieur, la pratique des travaux qu'il suivait ne devait pas suffire. Il fallait ajouter à ses connaissances l'instruction théorique qui fait les techniciens de valeur. L'enfant la demanda à des maîtres distingués, comme le physicien Crova, et il consacra toutes ses veillées à augmenter le petit bagage qu'il avait emporté de l'école primaire. » Les notes biographiques publiées par l'Indépendant lors de son décès vont dans le même sens, ayant complété son instruction primaire au cours du soir. Ainsi, on est passé en une douzaine d'années de la présentation d'un brillant diplômé à celle d'un self-man. Pardon, monsieur Toubon, autodidacte. Où est la vérité? Bertisol est-il allé au lycée? Aurait-il fréquenté une école d'ingénieur? Ou était-il vraiment un autodidacte?
nous serions plutôt enclins à penser, M. Escudier et moi-même, que Bertissol a réellement fréquenté le lycée de Perpignan. De fait, à partir de 1855, la famille a probablement les moyens d'instruire un enfant, paraît-il, qui aurait montré des capacités intellectuelles exceptionnelles. Et André Prosper Crova, auquel est fait référence le complaisant biographe, est d'ailleurs professeur au lycée de Perpignan de 1853 à 1859. Il semble toutefois établi qu'à 17 ans, Edmond commence à travailler avec son frère aîné Jean-Vincent, qui a obtenu la construction d'une partie de la ligne de chemin de fer de Narbonne à Perpignan. À cet âge, le jeune homme peut très bien avoir achevé ou interrompu ses études secondaires. Quoi qu'il en soit, il est certain que Bertissol n'a pas suivi d'études supérieures. Et à ce titre, il peut être légitimement rangé parmi les entrepreneurs de travaux publics formés sur le tas, par opposition aux anciens des grandes écoles, Polytechnique, Centrale, Pont, Arts et Métiers, alors que ces formations scientifiques majeures sont déjà quasi indispensables pour espérer se faire rapidement une place dans l'industrie des travaux publics en moins de 10 ans. Edmond Bertissol va passer du statut de petit employé à celui de grand chef d'entreprise. Dans cette société française du XIXe siècle qui valorisa plus souvent la rente et le maintien des hiérarchies sociales que l'esprit d'entreprise. Et la chose était suffisamment atypique pour attirer toute notre attention. Du jeune aventurier au grand entrepreneur. Une fois arrivé à l'âge adulte, la logique voulait qu'Edmond choisisse entre deux termes de cette alternative. Retourner à Portel, où le troisième frère, Urbain, avait repris l'entreprise familiale, ou bien rester dans le sillage de son frère Jean, en Roussillon. Mais le jeune homme préféra choisir son propre itinéraire que la plupart des biographies présentent en ces termes. En 1860, je cite toujours, à 19 ans, il entra comme employé dans l'administration des ponts et chaussées au bureau de M. Tastu, alors ingénieur en chef à Perpignan. Et il dirigea des travaux publics à Collioure, Argelès et Port-Vendre. Mais la carrière administrative n'était pas pour satisfaire son besoin d'initiative, d'activité et d'expansion. Aussi s'affranchit-il de bonheur de ses lisières étroites pour entrer au service de l'industrie privée. De fait, Bertissol quitte l'administration des ponts et chaussées dès 1863 pour se faire embaucher en tant que conducteur de travaux à la section des études de la construction du chemin de fer de Perpignan à Prades. Puis il devient dessinateur à la gare de Narbonne. La version biographique distribuée lorsqu'il sera candidat aux élections législatives dans le Narbonnais précisera « C'est lui qui a établi le projet de notre gare des voyageurs, modeste employé à 125 francs par mois. Monsieur Bertissol passa plus d'une nuit de veille sous le beffroi qu'on voit encore dans la cour de la gare et où se trouvaient alors les bureaux de l'entrepreneur. Mais le jeune Bertissol a d'autres ambitions. Et bientôt, c'est vers Suez qu'il va se tourner. La rapide ascension d'Edmond Bertissol sur le chantier du canal de Suez. Bertissol est déjà sans doute fasciné par les grands travaux et notamment par l'entreprise lancée par Ferdinand de Lesseps. Lorsqu'à l'hôtel de la Perdrix à Perpignan, où il est pensionnaire, il rencontre le docteur Compagnon, fondateur du musée d'histoire naturelle et conservateur du jardin des plantes. Louis Compagnon est une personnalité de la ville, de Perpignan s'entend. Ancien médecin militaire, il est encore médecin dans les années 1860, rattaché aux travaux du canal de Suez. A-t-il introduit le jeune Bertissol auprès des entrepreneurs pour faciliter son recrutement, comme nous laisse entendre la notice nécrologique de l'Indépendant, ou a-t-il au contraire tenté de le dissuader de venir en Égypte, comme il est porté sur une version biographique? Nous n'en savons rien, mais là n'est pas l'essentiel. Probablement, l'influence de son frère aîné a-t-elle également joué dans le choix d'Edmond. Quelles que soient les motivations profondes qui aient présidé à ce choix, Bertissol saura par la suite tirer parti de cette initiative peu banale, puisqu'on retrouve dans toutes les notices biographiques la même description mélodramatique de ce qui est devenu une épopée. Je cite cette description. « C'est alors dans un beau coup d'audace où se révélera toute sa confiance dans sa destinée qu'il va vraiment décider de sa vie. Le canal de Suez promet de relier deux continents par des mers jusque-là séparés,
Monsieur Bertissol, à peine âgé de 25 ans, va s'enrôler dans la phalange des travailleurs qui se sont voués à ce grandiose projet. Il sait qu'on meurt beaucoup là-bas. Il n'hésite pas, il perd pour Suez afin d'y chercher la fortune au risque d'y rencontrer la mort. Il partit en Égypte sans appui, sans parrain, riche simplement d'expérience et de 300 francs. Pourquoi ne pas le dire? Qu'un ami lui avait prêté. Il avait écrit avant à l'administration du canal pour lui demander un emploi quelconque. On lui avait répondu qu'il n'y avait pas une seule place vacante, que celle qui viendrait à se produire était promise depuis longtemps. Baste. Il verrait bien si une fois là-bas, il ne ferait pas son trou. Une poignée de main à ses camarades qui se moquaient un peu de lui, un adieu au sien qui n'espérait plus le revoir, et en route. Edmond Bertissol, qui assiste à Portel au mariage de sa sœur Armandine le 10 avril 1966, dut s'embarquer peu après pour Suez. Même si les complaisants biographes n'hésitaient pas à forcer le trait, il est incontestable que la détermination du jeune homme devait être grande pour partir ainsi dans l'inconnu. Bertissol va rapidement monter dans la hiérarchie de ce gigantesque chantier. Il débute comme conducteur à 3 600 francs par an. Un an plus tard, il est conducteur principal, fonction qui le conduit en quelques mois à celle de chef de section aux appointements de 15 000 francs. Les entrepreneurs généraux du canal, Borel et Lavallée, le chargent de l'exécution de la section à sec de la plaine de Suez. Les biographes disent « Le climat y est meurtrier. Il fallait commander à 15 000 nègres du Soudan, les seuls hommes dont l'endurance résistait à la température embrasée dans laquelle ils devaient travailler. Et encore fallait-il les relayer par tiers tous les 6 mois. » Après bien des péripéties, le canal enfin va être inauguré en grande pompe. Le voyage inaugural des 61 bateaux constituant le convoi officiel présidé par l'impératrice Eugénie durera 4 jours, entre le 17 et le 21 novembre 1869. À Suez, Bertissol se lie d'amitié avec un autre chef de section, essonien lui aussi, Alexis Duperchy. Il s'agit du Duperchy de Savigny, qui était propriétaire, on reverra par la suite d'ailleurs, qui était propriétaire du château de Savigny, l'actuel lycée Corot. Associé à plusieurs des activités de travaux publics, Bertissol, Duperchy, originaire du Jura, fils de cultivateur, semble être lui aussi un autodidacte. De 6 ans plus âgé que Bertissol, il a déjà participé à quelques grands chantiers avant de venir à Suez. C'est ainsi que 1861-1863, Duperchy était entrepreneur de la Société des chemins de fer russes et que de 1863-1865, il a participé pour la maison Gouin ici à des chemins de fer espagnols dans les Pyrénées. D'ailleurs, j'ai cru lire dans un ouvrage de M. Coindreau de Savigny, ou de Sabrinus à Savigny, ou de Savigny à Sabrinus, que le château de Savigny, qui était propriété de la famille royale espagnole, aurait été donné à Duperchy en paiement des travaux qu'il aurait effectués en Espagne. C'est à Suez également que Bertissol rencontre celle qui allait devenir la compagne de sa vie. Native de Saint-Laurent de la Salanque, nous n'en avons pas retrouvé trace, mais c'est ce que porte l'acte de décès, par contre, de cette personne, de cette dame, dans les Pyrénées-Orientales, d'une dizaine d'années plus âgée qu'Edmond Bertissol. Louise est alors mariée. Elle aurait même été l'épouse d'un diplomate en poste en Égypte. C'est là tout un grand mystère sur l'épouse de M. Bertissol. Edmond Bertissol retrouve la France en janvier 1870. Pendant son séjour de près de 4 ans en Égypte, sa famille a été durement éprouvée. 2 de ses 3 sœurs sont décédées. Élisabeth en janvier 67, Armandine en août 68. On retrouvera beaucoup d'Armandine dans la descendance des Bertissol. La première avait 33 ans, la seconde avait seulement 20. Enfin, mars 1869, c'est le père Bertissol, Alexis, qui est mort à l'âge de 70 ans.
Edmond revint-il alors dans son village natal rendre visite aux siens? Probablement. Mais désormais, sa vie est ailleurs. Au moment où la France entre en guerre contre la Prusse, Edmond Bertissol se trouve dans la capitale et se porte volontaire pour servir dans la garde nationale. Affecté dans la 4e compagnie du 260e bataillon de marche, il aurait participé au combat du siège de Paris. Une fois la paix retrouvée, Bertissol se préoccupe de son avenir professionnel. De Suez, il a ramené une solide expérience de ses grands travaux, mais surtout de précieuses relations. 2 atouts qu'il va s'attacher à valoriser. Bertissol a gardé des contacts avec Alexandre de la Vallée, qui était l'un des grands directeurs de travaux et constructeurs du canal de Suez avec Borel. En 1871, ce dernier lui confie la mission d'étudier l'organisation des chemins de fer en Galicie, alors région de l'Empire austro-hongrois. L'année suivante, il effectue d'autres missions d'études d'abord en Turquie, toujours en prévision de l'établissement d'un chemin de fer sur les bords de l'Adriatique. Ensuite, pour envisager la construction d'un port à Fiume, aujourd'hui Rijeka en Croatie. En 1874, Bertissol est sollicité par le comptoir national d'escompte pour étudier le tracé de voies ferrées. Le comptoir d'escompte est alors une des banques françaises les mieux implantées dans l'empire colonial et à l'étranger. Longtemps spécialisé dans les prêts au gouvernement exotique, le comptoir d'escompte entreprend justement en 1873 de financer les activités industrielles étrangères, notamment des chemins de fer. Assurément, Bertissol bénéficie déjà d'une honorable réputation professionnelle pour que ce grand établissement lui fasse appel. Bertissol est déjà éclectique, puisqu'en 1876, il réalise un rapport sur les mines de fer magnétiques de Santiago, près de Casablanca, dans la province de l'Alentejo. Tout ça, c'est au Portugal. Mais l'homme a déjà de la suite dans les idées, puisqu'en conclusion de ce rapport, il préconise de hauts fourneaux, de Forges et de la binoire à Barreiro, car le Portugal est à la veille de construire des chemins de fer d'un développement assez important, voté par les chambres, et qu'il en est de même en Espagne, et que l'usage des rails en acier tend de plus en plus à se généraliser, notamment à l'époque. De fait, par rapport aux autres pays européens, le Portugal s'est lancé avec un certain retard dans la constitution de son réseau de chemins de fer. En 1860, le pays ne compte que 506 km de voies ferrées. Bertissol représentait au Portugal la Société financière de Paris, une émanation de la Société des dépôts et comptes courants, elle-même issue du crédit industriel et commercial. Le 3 août 1978, au nom de la compagnie financière, Edmond Bertissol signe avec le gouvernement du Portugal le contrat pour la construction de 250 km de voies ferrées. Les entrepreneurs de ce chemin de fer sont un certain Doderny et, naturellement, Alexis Duperchy, qui retrouve ainsi Bertissol après avoir travaillé de 1973 à 1976 à des opérations de dragage entre mer Noire et mer d'Azov. En fait, il semble bien que, comme il s'en prévaudra plus tard, Bertissol ait participé à la construction, mais son statut d'agent financier ne lui permettait probablement pas d'apparaître également en tant que constructeur. Les travaux commencés en 1879 vont se poursuivre jusqu'en 1882. La ligne va commencer à fonctionner dès la fin de cette année 1882. Bertissol devient alors directeur de la compagnie de chemin de fer de la Beira Alta, fonction qu'il conservera jusqu'en 1887. En l'espace de quelques années, Bertissol a donc dépassé le strict rôle d'ingénieur de travaux publics, fonction qui à proprement parler n'a jamais été la sienne. Après l'étude des tracés, il construit au titre de directeur des travaux et plus tard dirige la mise en train et les services en qualité de directeur de l'exploitation. Les capitaux pour mettre en place cette compagnie des chemins de fer de Beralta ont été mobilisés pour l'essentiel sur le marché financier parisien. Lors de la première émission d'obligations en avril 1979, 12 000 sont réservés au marché de Lisbonne, 8 000 à celui de Porto et 66 000 au marché de Paris. La plupart des administrateurs, 10 sur 14, sont français. Et le matériel de construction et de roulage est largement fourni par les entreprises françaises, l'usine Schneider du Creusot, la compagnie Infibilkai, Dona Nord-Est, etc. À partir des années 80, le Portugal compte donc 4 compagnies de chemin de fer.
la Compagnie royale des chemins de fer portugais, la Compagnie du Sud et Sud-Est, la Compagnie de Minho et du Douro, et la Compagnie des chemins de fer portugais de Beira Alta. Quant à Bertisol, il semble désormais aussi bien introduit dans les hautes sphères du monde industriel et financier qu'auprès des classes dirigeantes. Ainsi, bien que directeur de la compagnie de la Beira Alta, il va travailler pour une autre compagnie, la Compagnie royale des chemins de fer portugais. De fait, Bertisol et Duperchi vont également être les entrepreneurs généraux de la ligne Torres-Vedras-Figueira-da-Foz, longue de 166 km. Cette ligne du réseau de la Compagnie royale longe la côte atlantique entre Lisbonne et Coimbra. Bénéficiant de l'expérience acquise à Port Saïd, Bertisol, Duperchi et Dauderny obtiennent en 1884 l'adjudication de la construction du port de l'Ex-Oès près de Porto pour 4 489 contos, soit environ 25 millions de francs or. Pour l'exécution des travaux de la jetée de ce port en 1885, l'entreprise fait construire par la compagnie Fivlil Kai 2 exemplaires d'une grue géante dénommée le Titan, que vous pouvez voir sur cette... Le modèle réduit au 1/50 sera présenté à l'exposition universelle de 1889, où disent les biographies, il attira l'attention de tous les ingénieurs et des techniciens les plus distingués. Le caractère innovant du Titan de l'Ex-Oès a d'ailleurs été récemment souligné par Dominique Bergeot dans une remarquable thèse sur l'innovation dans les travaux publics. L'adoption quasi générale de ces matériaux lourds par les entreprises de construction de ports constitua sur les marchés extérieurs l'un des principaux atouts du génie civil français. En effet, la compétition très vive qui, dans le domaine portuaire, opposait les firmes entre elles, contribua beaucoup à y faire apparaître des matériaux toujours plus performants, notamment dans les années 1880. Une étape importante fut franchie lors des travaux de la construction du port de l'Ex-Oès au Portugal. Entre 1883 et 1894, les entreprises Bertisol et Duperchi adoptèrent un matériau de chemin de fer capable de transporter les blocs les plus lourds et des titans plus mobiles que ceux que Lavallée avait utilisés lors de la construction du canal de Suez. Ce titan de l'Ex-Oès pouvait soulever des blocs de 50 tonnes et les porter à une distance de 29 mètres du point de rotation. Ce document est un document de la compagnie Fivlil Kai. Évidemment, ces affaires n'allaient pas sans problème. D'une part, la lutte avec d'autres intérêts financiers parfois. C'est ainsi que certaines banques portugales, qui vivent mal cette emprise française sur les investissements nationaux, ont constitué un syndicat. D'autre part, le recours à des ouvriers français pour assurer une partie de la main-d'œuvre est mal vécu au Portugal. Analysant en détail les conditions de la mise en place du réseau de chemin de fer portugais, M. Pinheiro de Souza a relevé des conflits violents contre ces chantiers assurés par les Français. La présence des travailleurs français provoqua des réactions nationalistes de la part des populations. Elles atteignirent leur apogée en juillet 1880 avec le tir contre une locomotive. Épilogue de l'attaque répétée de bandes armées contre les chantiers. On note encore des conflits de ce type pour la construction des chemins de fer de Torres, où il existait une maîtrise constituée de Français. En 1886, Bertisol réalise également la ligne de Belém à Cascaes et le grand tunnel du Rossio. De 1887 à 1890, il est chargé de l'établissement du chemin de fer métropolitain de Lisbonne. Plusieurs biographies affirment que Bertisol assura au moins en partie le financement de ces 2 réalisations portugaises, port de l'Ex-Oès et métro de Lisbonne, lesquelles, avec le chemin de fer de Plasencia à Astorga, représentait un cumul d'investissement de 100 millions de francs. En fait, il est évident que de tels chantiers ne pouvaient être entrepris sans recours au marché financier. C'est alors que Bertisol va engager un jeune centralien originaire de Perpignan,
Jules Robert. En février 1889 à Lisbonne, Jules Robert épousera Marguerite Bertissol. Marguerite Bertissol est la fille d'Urbain Bertissol, qui alors est veuf, et Bertissol fera de sa nièce Marguerite sa fille adoptive. Jules Robert dirigera la plupart des réalisations de Bertissol, que ce soit au Portugal, au Mozambique, au Brésil ou en Roussillon. Durant ces années portugaises, Bertissol perd sa mère qui meurt en décembre 1882, en plein cœur de l'épidémie de fièvre typhoïde qui ravage alors Portel en Corbière. Son frère Urbain décédera en janvier 90, toujours à Portel. Et l'aîné de la famille de Jean-Vincent décède en 1894 à Perpignan. Désormais, tant perd son statut professionnel que perd sa situation familiale, Edmond va faire figure de chef de famille. En 1891, il sera témoin au mariage de l'une de ses nièces, fille d'Urbain. La difficile expérience de Bertissol en Espagne. Parallèlement à ces multiples chantiers au Portugal, Bertissol et Duperchy vont s'engager dans un grand projet en Espagne. Depuis 1865, le Portugal et l'Espagne sont reliés par une ligne de chemin de fer qui relie Madrid à Lisbonne par Real, Ciudad en Espagne et Badajoz au Portugal. Mais dans les années 1870, on décide de construire une seconde ligne, Madrid-Caceres, Portugal-MCP. Guerre plus courte et très contestable sur le plan économique dans la mesure où les régions traversées sont peu peuplées et très pauvres. Quant au trafic international, il n'y a pas grand-chose à en attendre, car en cette fin du XIXe siècle, les économies de l'Espagne et du Portugal se tournent le dos. Par contre, les imbrications financières entre les deux pays sont très fortes, et c'est la Compagnie royale des chemins de fer portugaise qui va assurer la mobilisation des capitaux. Cette ligne achevée en octobre 80 et mise en service en 82, mais comme il était prévisible, la rentabilité est très faible. Alors, par une sorte de fuite en avant, en dépit d'un intérêt économique tout aussi discutable, l'Espagne décide de réaliser une grande transversale nord-sud le long de la frontière portugaise, pour assurer ce lien entre les grandes lignes du nord-ouest et du sud-ouest de l'Espagne via Zamora et Salamanque. Il faut donc construire 350 km de voies entre Plasencia et Astorga. La compagnie Madrid-Caceres Portugal obtient la concession et la Compagnie royale des chemins de fer portugaise assure la garantie d'émission. On est alors en 1888 et 1889 et naturellement, la compagnie Bertissol et Duperchy acceptent de construire ces lignes à forfait pour 136 000 francs du kilomètre, soit 50 millions de francs. Bertissol et Duperchy reçoivent en paiement partiel la moitié du capital, soit 22 000 actions, les 22 000 autres étant souscrites en principe par moitié par des personnalités espagnoles et portugaises. Fin 1895, enfin les travaux peuvent reprendre après tous ces problèmes liés aux attaques des chantiers par les locaux. Et cette ligne d'Astorga à Plasencia sera achevée en juillet 1896. Ce grand chantier, qui aurait mobilisé jusqu'à 17 000 ouvriers, sera terminé en 2 ans et demi. Le jeune conducteur de travaux est devenu, 20 ans plus tard, un véritable capitaliste et un gestionnaire de talent. Il perçoit la nécessité de réaliser rapidement les travaux pour amortir les investissements le plus tôt possible. Vers la fin du siècle, Bertissol s'intéresse également aux immenses colonies portugaises et aux profits qui peuvent s'y réaliser. Jusqu'en 1890, le différend qui opposait le Portugal à l'Angleterre au sujet de leurs possessions africaines, notamment à propos des terres du Congo que le Portugal convoitait pour réunir l'Angola et le Mozambique, rendait aléatoire tout investissement sur ces terres lointaines. Le différend aplani, ces colonies africaines deviennent dignes d'intérêt pour les hommes d'affaires. C'est ainsi que Bertissol aura été le principal commanditaire de la compagnie portugaise qui a obtenu le monopole de l'exploitation des mines d'or du Zambèze.
et des pêcheries de corail sur les côtes de Mozambique. En 1898, on le retrouve membre du conseil d'administration de la Compagnie de Mozambique, qui détient une concession de 150 000 km² sur cette colonie portugaise. Avec ses associés, Alexis Duperchy, son gendre ou son directeur de travaux Jules Robert et Théophile Berger, il constitue le comité français de la compagnie dont le siège parisien est situé au 7 rue Lafayette. Ce 7 rue Lafayette sera véritablement le siège de toutes les sociétés de Bertissol. Véritable QG des sociétés Bertissol. Si nous manquons d'éléments pour apprécier l'étendue de l'implication de Bertissol dans cette entreprise, il n'en reste pas moins que sa présence parmi les membres de sa direction témoigne de ses liens au plus haut niveau avec le monde portugais des affaires. Par-delà les turbulences que connut le Portugal, Bertissol sut maintenir pendant plusieurs décennies des liens privilégiés avec les gouvernements successifs de ces pays. Bertissol est particulièrement fier de ses distinctions, qui évidemment seront exploitées par ses adversaires politiques. Vous en avez ici. Ceux-ci ne manqueront pas une occasion de reprocher au candidat républicain son attachement aux honneurs de la monarchie. Nul ne pouvait en tout cas reprocher à Bertissol d'être insensible aux décorations de la République française, puisque le 15 septembre 1887, il était fait chevalier de la Légion d'honneur au titre du ministère des Affaires étrangères. Et c'est un diplomate qui fut en poste au Portugal, l'ancien consul général de France à Lisbonne, M. de Valois, que Bertissol sollicite pour procéder à sa réception. Dès 1881, Bertissol décide d'effectuer un retour dans sa province d'origine, le Roussillon. Il est contacté par l'ingénieur en chef des travaux publics des Pyrénées orientales, Antoine Tastu. Les deux hommes se sont connus sous le Second Empire, lorsque Tastu avait en charge de superviser la réalisation des chemins de fer de Perpignan à Prades et de Perpignan à Cerbère. Mais Bertissol n'était alors qu'un simple subalterne, anonyme. Natif de Perpignan, Tastu a poursuivi de brillantes études qui le virent sortir parmi les premiers de Polytechnique en 1840. Après un court passage aux ponts et chaussées, il débute à Prades une carrière qui sera exclusivement consacrée à son département natal. Il en dirigera l'administration des travaux publics. Tastu le bien nommé va tenter toute sa vie de faire réaliser sur le site des Bouilloux en Cerdagne de vastes réservoirs destinés à écrêter les crues et assurer convenablement l'irrigation des basses plaines de la Tête. Avec Charles Cottard, membre du Conseil supérieur de l'agriculture, et Justin Alaval, rédacteur en chef du Républicain des Pyrénées-Orientales, des conseillers généraux, de gros propriétaires et un banquier, et bien sûr Edmond Bertissol, qui fait partie du comité sur lequel s'appuie Tastu, pour faire accepter son idée. Cependant, le projet est repoussé. Et lorsqu'il ressortira en 1935, lorsqu'un nouvel ingénieur des ponts et chaussées, en 1935, soit près de plus de 20 ans après la mort de Bertissol, M. Quesnel voudra à nouveau défendre cette orientation, et c'est vers le rapport de Bertissol effectué en 1882 qu'il se dirigera. On sait qu'après bien des péripéties, le barrage de Vinça sera finalement mis en service en 1978. Comme quoi Bertissol était un avant-gardiste. À partir de 1883, Bertissol va entamer de longues pourparlers avec la municipalité de Perpignan pour acheter l'ancien hôpital de la Miséricorde. L'emplacement en centre-ville, juste à côté de la cathédrale Saint-Jean, est propice à une opération immobilière fort rentable. La transaction a lieu fin 1888 et Bertissol peut déployer ses projets urbanistiques et industriels. Il construit, semble-t-il, en collaboration avec un certain Campana, plusieurs immeubles de luxe qui constitueront la cité Bertissol. La cité Bertissol représente aujourd'hui encore un ensemble immobilier de qualité dans le quartier le plus résidentiel de Perpignan. Le passant averti pourra remarquer les initiales B qui ornent les portes d'entrée conçues. Dans le même temps,
Bertissol se lance dans la production d'électricité sur l'emplacement de l'église Saint-Jean-le-Vieux, tout près de la cathédrale. Il construit une usine électrique équipée de 6 machines à vapeur et il s'engage à fournir à la commune l'électricité nécessaire à l'éclairage du théâtre municipal et des particuliers prêts à s'abonner. Un homme d'affaires en politique. Dans les années 80, par ses nombreux travaux, Bertissol est un homme connu tant au Portugal qu'en France. Mais alors que ses revenus sont conséquents, il va se lancer dans la vie politique. Un monde où les hommes d'affaires français ne se sont guère aventurés sous la Troisième République. Reconnus, préférant jouer de leur influence en marge des lieux officiels du pouvoir politique. Bertissol réalise des profits considérables dans ses travaux à l'étranger. Il aurait pu sagement placer ses fonds dans des rentes de l'État ou des obligations de chemin de fer des compagnies françaises, mais une telle prudence étriquée ne ressemble guère au personnage. Il va toujours investir, et ce, dans les domaines les plus variés. L'agriculture, l'immobilier, l'hydraulique, les travaux publics. Parfois, Bertissol investit dans les pays mêmes les honoraires qu'il perçoit pour ses travaux ou prestations de services. Ses acquisitions foncières sont nombreuses et variées. C'est ainsi qu'en 1879, il acquiert de la maison de Bragance le fameux domaine royal de Pinerot, qui, à l'embouchure du Sado, s'étend sur plus de 5000 hectares. Pinerot est une splendide propriété répertoriée sur les guides touristiques du Portugal, encore aujourd'hui. Dans les Pyrénées-Orientales, il possède le domaine de Cabanès, sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines, dans les Albères, et le mas de la Tour à Saint-Laurent-de-la-Salanque. La production de ces deux exploitations viticoles s'élève selon les années de 7 à 12 000 hectolitres de vin. Après plusieurs acquisitions dans l'Aude et dans l'Hérault, Bertissol se trouvera en 1906 à la tête d'un empire viticole produisant en moyenne 45 000 hectolitres répartis sur 6 propriétés. Eu égard aux conditions de production dans l'agriculture du début du XXe siècle, ce sont ainsi plusieurs centaines de personnes que Bertissol emploie sur ses seuls domaines agricoles et viticoles. Le seul mas de la Tour, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, occupait à titre permanent un régisseur, un palefrenier, un laboureur et 18 ouvriers. Lorsque cela s'avère nécessaire pour décrocher un marché ou lorsqu'il pressent une bonne affaire, Edmond Bertissol n'hésite pas à se faire payer en nature. Ainsi, en 1905, ses travaux sur le port de Lisbonne seront payés par des obligations de la société de ce port. Pour la destruction des remparts de Perpignan, il obtiendra 134 000 m² de terrain constructible en milieu urbain, où il réalisera notamment la cité Bertissol. Mais l'homme ne dédaigne pas les dépenses de prestige. De fait, une telle fortune se devait d'avoir sa vitrine parisienne. En 1887, Bertissol achète donc un splendide hôtel particulier dans un des plus beaux quartiers de la capitale, au 17 avenue du Bois de Boulogne, aujourd'hui avenue Foch. À Lisbonne, il s'offre également un superbe hôtel. Enfin, c'est probablement dans cette catégorie qu'il faut ranger la propriété et le château de Fleury-Mérogis, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Bertissol achète, mais il revend aussi. Parfois, lorsqu'il manque de liquidité pour réaliser une nouvelle affaire, lorsqu'un bien s'avère trop coûteux ou ne correspond plus à sa stratégie du moment, dans ce contexte, il est pratiquement impossible d'évaluer la fortune de ce multimillionnaire que flatteurs ou détracteurs qualifiaient de nabab, de Rothschild des travaux publics ou encore de roi des terrassiers. Évidemment, une telle réussite professionnelle et sociale faisait des jaloux et des envieux. Ainsi, en 1887, Bertissol a reçu la Légion d'honneur depuis quelques jours seulement, lorsque le grand chancelier de cet ordre reçoit cette lettre courageusement signée un légionnaire. Je m'excuse auprès de Madame Blavet de son illustre aïeul. Je cite, « Un nommé Bertissol, rentier, mais taré, habitant le Portugal la plupart du temps, vient d'être décoré par les affaires étrangères. Sa nomination a été très mal accueillie par ceux qui le connaissent et ne tend qu'à discréditer l'ordre. Il se pourrait très bien, et c'est même probable, qu'il n'ait arrivé à ce but qu'en payant une somme d'argent. Faites faire une enquête et vous jugerez. Cet individu vit maritalement avec une femme qu'on croit sienne et d'Égypte, qu'il a avec lui depuis 15 à 18 ans,
et dont il se sert pour arriver. Confronté à la haute bourgeoisie, à l'aristocratie, mais manifestement, Bertissol n'avait cure et c'est une vie de château qu'il allait mener. Cependant, il fut attiré par la tentation du pouvoir politique. Alors qu'il n'avait jusqu'à ce jour exercé aucune activité politique, Edmond Bertissol va à l'approche de la cinquantaine se présenter aux élections législatives du 22 septembre 1889 dans la circonscription de Céret, petite préfecture sous-préfecture des Pyrénées-Orientales. Bertissol ne se lance pas dans l'aventure politique sans appui, puisqu'il est ouvertement soutenu par les conseillers généraux des 4 cantons de Céret, Brasmolo, Argelès-sur-Mer et Arles-sur-Tech. Il est aussi le candidat du préfet, que le commissaire spécial de police s'efforce de rassurer. La candidature de M. Bertissol fait tous les jours des progrès et, à moins de circonstances extraordinaires, il est sûr de son succès. Partout où il a passé, il a été très bien accueilli. L'opinion générale s'est retournée en sa faveur pour 2 raisons. Premièrement, à cause de son programme qui est protectionniste. Deuxièmement, à cause de sa grande fortune qui, lui, donnera du poids dans la nouvelle Chambre et qui lui permettra de faire des avances aux communes pour leur faciliter la création de nouvelles routes ou chemins de fer, dont le département aura un besoin urgent. Si cette espérance d'avance financière pose plus d'une interrogation sur la nature de la gestion communale de la Troisième République, elle a tout au moins le mérite de révéler la nature des arguments politiques de Bertissol. Bertissol arrivera en tête au premier tour et sera élu au second tour. Mais il n'obtient qu'une majorité toute relative. Il semble que dans un premier temps, Bertissol ait pris à cœur sa fonction de député. Dès décembre 1889, alors qu'il n'est élu que depuis 2 mois, il dépose une proposition de loi relative au déclassement des routes nationales. Dans le même temps, il propose une réforme des compétences respectives des grandes écoles formant les ingénieurs de travaux publics. On comprend aisément qu'un tel projet se soit heurté au lobby des microcosmes politiques et administratifs. Lors de la discussion du projet de budget pour 1891, Bertissol va intervenir sur les conventions avec les compagnies de chemin de fer. À ses yeux, de nombreuses lignes projetées doivent faire l'objet d'un réexamen en raison d'un coût de construction trop élevé et qu'il juge prohibitive. Il demande une réduction de l'ordre de 10% du crédit affecté aux conventions avec les compagnies. Lors de ce débat, Bertissol est vécu et réagit comme un entrepreneur et non comme un homme politique. Si Bertissol fut parlementaire, il ne fut pas pour autant un grand politicien. Bertissol ne va pas donner suite à ses débuts, somme toute, plutôt prometteurs. Au cours des années suivantes, l'homme d'affaires ne consacrera qu'une infime partie de son énergie à l'activité politique. Du politicien, il ne possédait ni la formation. Les parlementaires sont alors des juristes, ni le profil. Henri Chauvet évoque sa diction lente et traînante. Désormais, il n'interviendra que rarement à la Chambre, et toujours sur des problèmes techniques. À la tribune, il n'est pas à l'aise et ne s'en cache pas. En 1905, après 5 années de mandat, demanda à ses collègues de bien vouloir le laisser parler. Il dira « Je n'occupe pas souvent cette tribune. Vous devriez, messieurs, avoir quelque indulgence pour vos collègues qui viennent rarement retenir votre attention. » Le 11 mars 1893, Bertissol dépose une proposition de loi tendant à construire un canal maritime de l'océan à la Méditerranée, dénommé Canal des Deux Mers. Véritable autoroute des voies navigables reliant Bordeaux à Narbonne. Cette voie d'eau était envisagée sur un trajet totalement distinct de celui du canal de Midi. Confiant dans le succès économique de ce canal, il prévoit un trafic de 10 millions de tonnes dès la 4e année de fonctionnement. Ce projet ne sera pas retenu non plus, parce que trop ambitieux, pourtant réalisable. En 4 années de mandat, le bilan d'activité du député Bertissol est donc relativement modeste. Surtout, aucun des dossiers auxquels et sur lesquels s'est penché Bertissol ne concerne directement le Roussillon, donc ses électeurs. Alors qu'il ne s'est guère montré à son avantage à la Chambre, son adversaire Jules Pam a su au contraire se faire connaître.
Et lors des élections suivantes, Bertissol sera battu par Pams. Bertissol, seigneur de Fleury-Mérogis. En 1888, toujours aussi mobile, Bertissol fait l'acquisition d'une splendide propriété en région parisienne, le château de Fleury-Mérogis, en Seine-et-Oise. Selon toute probabilité, c'est à son associé Alexis Duperchy que Bertissol fut redevable de s'installer sur ces terres franciliennes. Duperchy s'étant rendu acquéreur dès 1883 du château de Savigny-sur-Orge. Le château de Fleury est un superbe domaine de 450 hectares que Bertissol va mettre en valeur. Les cartes postales de l'époque témoignent de la chose. Dès le 7 juin 1888, alors qu'il n'est que propriétaire que depuis peu, Bertissol propose au conseil municipal d'échanger des pièces de terrain contre une bande de 250 mètres carrés sur le chemin de Fleury à Sainte-Geneviève, valant 150 francs. Il cède une bande de terrain de 100 mètres de long sur 6 de large, valant 600 francs, qui va permettre d'agrandir la place du village. Bon prince, il offre à la commune à titre gracieux la différence de 450 francs. Le conseil municipal lui en sera reconnaissant et l'exprimera dans les bulletins de délibération. Fleury-Mérogis n'est alors qu'une toute petite commune Fleury-Mérogis, cette pièce d'eau que l'on aperçoit derrière le château de Fleury est aujourd'hui totalement disparue. Mais sur Fleury, Bertissol avait entrepris de nombreux travaux d'amener d'eau. Ces pièces d'eau alimentaient d'ailleurs la commune et le puits et la tour d'eau qui se trouve dans le château également et qui alimentait la commune en eau. Fleury-Mérogis n'est alors qu'une toute petite commune de 280 habitants. Le propriétaire du château y est encore vécu comme un seigneur, fournissant le travail et assurant l'ordre. C'est donc en toute logique que Bertissol devient maire de Fleury-Mérogis dès janvier 1892, à l'occasion d'une élection partielle. Il le restera jusqu'à sa mort. Évidemment, Bertissol gère de haut les questions municipales. Il assiste rarement aux séances ordinaires du conseil municipal. Il n'était pas présent le jour de sa première élection. En 1894, il est même qualifié dans une délibération de maire empêché à chaque conseil municipal. Bertissol cantonne son action aux interventions auprès des pouvoirs publics pour obtenir les subventions indispensables à une petite commune. Quant aux affaires courantes, elles sont confiées à ses adjoints successifs, Louis Duchesne jusqu'en 1894, Charles Caron et ensuite Léon Blavet à partir de 1904. Léon Blavet qui sera à la mort de Bertissol, maire de Fleury, mais qui était également le fermier de Bertissol, puisque la ferme du château a toujours été mis en gérance à l'adjoint du maire. Une fois maire, Bertissol continue de rationaliser le réseau vicinal, en échangeant entre le domaine public et sa propriété, qui il est vrai occupe plus des 2/3 du territoire communal. En 1892, il échange une portion du chemin des Mulets contre le chemin de la Tour des Clos. Parfois, Bertissol ne s'embarrasse pas de procédures administratives pour solliciter de l'État ou du Conseil général une aide à ses yeux dérisoire. L'homme pressé et fortuné qu'il est préfère faire appel à sa bourse. Lorsqu'il s'agit de repeindre les murs de l'école ou de créer une bibliothèque municipale, Bertissol offre les fonds nécessaires à la commune. À Fleury-Mérogis, Bertissol construira une cité qui n'aura rien à voir avec la cité Bertissol de Perpignan et qui sera réservée aux employés du château et de la ferme. Cité connue à Fleury sous le nom, à une certaine époque, de cité Bertissol, par la suite de cité des Miracles. À l'époque, à l'arrivée de Bertissol à Fleury en 1888, Fleury comptait 180 habitants, 260 au décès de Bertissol. Il y a quand même eu une évolution de plus de 35% de population pendant le... Bertissol a laissé dans la commune le souvenir d'un homme distingué.
soucieux de réalisation sociale et respectueux des traditions. Il sera notamment à l'origine d'une école de musique le soir, de cours du soir pour les adultes, à l'origine de la création du syndicat de curage de l'Orge, mais également un homme aimant l'art. Bertissol, c'est lui qui financera la publication et apportera toute son aide à la publication de la monographie de l'instituteur de 1899. Il restaurera le télégraphe optique de Chappe, qu'un autre entrepreneur, lui moins scrupuleux, rasera parce que ça lui facilitera le passage pour exploiter les carrières de sable. Pour les habitants du lieu, Edmond Bertissol sera toujours monsieur le vicomte, et sa compagne qui est divorcée et qu'il n'a pas eu toujours madame la vicomtesse. Le château de Fleury-Mérogis sera le lieu de réception de grandes personnalités des affaires et de la politique. Georges Clemenceau, que l'on voit ici de dos, Maurice Rouvier, ministre des Finances, président du Conseil, et Joseph Joffre, le futur maréchal, participent régulièrement aux parties de chasse organisées sur les terres du domaine. Pour en témoigner, ces deux documents qui nous ont été prêtés par la famille. En 1909, Rouvier demande à Bertissol de l'excuser de ne pas avoir pu faire une fois de plus l'ouverture de la chasse chez vous selon une tradition vieille de plus de 20 ans. Donc tous les ans, nous retrouvions les mêmes personnalités pour faire l'ouverture de la chasse à Fleury. Et à côté, le courrier de Clemenceau qui annonce à Bertissol qu'il sera bien dès l'heure et lui demande de lui préciser l'heure des trains, l'heure d'arrivée à Paris et à Bretigny. Et de Bretigny, voiture emmenée au château de Fleury. Mais pour Bertissol, Fleury-Mérogis, c'est bien plus que sa résidence de chasse. Il y vient souvent, comme en témoigne le courrier qu'il traite depuis le château. On retrouvera dans de nombreuses publications, dans de nombreux bulletins spécialisés sur la viticulture, etc., des courriers de Bertissol émanant du château de Fleury et datés de Fleury. Mais Bertissol avait du vague à l'âme et il voulait à tout prix revenir vers sa terre audoise, la terre qu'il avait vue naître, et il avait essayé de refaire. Bien que le monde politicien ne lui réussisse guère, Bertissol s'obstine à rechercher un mandat législatif. La Chambre élue en 1893 doit être renouvelée en mai 1898. Bertissol se souvient alors de ses racines audoises. Et c'est vers Narbonne qu'il se tourne. Les républicains modérés détiennent alors tous les postes clés de la politique départementale, la présidence du Conseil général, les mairies de Carcassonne et de Narbonne. Les deux circonscriptions du Narbonnais ont des élus modérés. La perspective d'affronter le bouillant Ernest Féroul n'enchante pas les notables du cru. Alors la réussite économique de Bertissol, compensant largement ses insuffisances parlementaires, fera bonne figure d'homme providentiel. Mais si Bertissol est bien originaire du pays, en 1898, il n'est guère connu en Narbonnais. Certes, dans sa commune natale, Portel, la famille Bertissol reste une référence. Mais Portel ne fait même pas partie de cette circonscription, mais de la seconde, celle de son ami Adolphe Turel. On parlera aujourd'hui de parachutage électoral. Ce n'est assurément pas son appartenance à la modeste association des enfants de l'Aude à Paris qui lui assure un réseau de relations suffisant au pays. Mais Bertissol est riche et il va faire une campagne de riche. Dans une note au préfet, le sous-préfet de Narbonne est on ne peut plus explicite. Possède des moyens d'action de premier ordre dans un pays où la fortune est un levier des plus puissants. Le 17 avril, Bertissol est officiellement choisi comme candidat par le Congrès républicain local. Alors fidèle à ses habitudes, en même temps que sa profession de foi, il va largement diffuser une biographie flatteuse qui met en avant sa compétence et son origine audoise. Je suis né dans l'arrondissement de Narbonne et je viens, après une longue absence et une longue campagne de travaux à l'étranger, reprendre ma place parmi vous. Il va de soi que cette version de la biographie
évite prudemment de mentionner son titre de vicomte et les décorations octroyées par le roi du Portugal. Pour autant, les adversaires ne manquent pas de se gausser de ces distinctions. Ainsi, la République sociale caricature avec mépris ses titres de noblesse, Bertisol Picrates Hermoso de Calabazas, vicomte de Tanglandi. Cette élection offre la particularité de regrouper 3 anciens députés, puisque, outre Bertisol et Féroul élu de la circonscription de 1887 à 93, se présente le radical Louis Crosbonnel, député sortant. Les informateurs de la préfecture sont exagérément optimistes, comme en témoigne ce rapport du commissaire spécial de police, rédigé quelques 8 jours avant le scrutin. La candidature de Bertisol semble prendre de plus en plus d'extension et on croit généralement que le candidat sera élu au premier tour. On pense en effet que le candidat du Congrès républicain de la première circonscription de Narbonne obtiendra dans la ville 3000 suffrages ou à peu près, et que dans les communes de cette circonscription, il dépassera les 2000 voix. La réalité allait en être tout autre. Alors qu'à l'issue du dépouillement, il semblait acquis que Féroul l'avait emporté de 50 voix, après centralisation des résultats, le préfet annonce l'élection de Bertisol par 49 voix d'avance. Le 7 juillet, la Chambre décide l'ouverture d'une enquête qui aura lieu le mois suivant. L'environnement politique est en train d'évoluer rapidement. Le 16 juin, le gouvernement de Méline, auquel appartenait Adolphe Turel, ami de Bertisol, et Adolphe Turel qui était ministre des Travaux publics, et sur la photo de chasse tout à l'heure, la dame que l'on apercevait était l'épouse de M. Turel, est renversé le 8 juillet. L'élection de Turel est invalidée. Et le 11 août, ce même Turel est condamné par la cour d'assises de l'Aude pour avoir divulgué le dossier militaire d'un de ses adversaires. Évidemment, le nouveau gouvernement s'empresse de révoquer le trop dévoué préfet de l'Aude. Lorsque la commission d'enquête arrive à Narbonne, les temps ont bien changé. Et pour les fonctionnaires, l'heure est ainsi à la retraite ou au reniement. 2 jours après l'élection, ce même procureur de la République se trouve à porter avec Bertisol pour fêter son succès, qu'il ait porté ou non. Un toast, la victoire de ce dernier est superflue. Finalement, l'élection de Bertisol est invalidée le 5 décembre. Le 16 décembre suivant, la Chambre reviendra longuement sur les conditions de cette campagne électorale. Cette fois, le débat dépassera largement la personne de notre homme d'affaires, puisque c'est la pratique de la candidature officielle qui sera en cause. Autant Bertisol est entreprenant et optimiste en affaires, autant il est fataliste et désabusé en politique. C'est ainsi qu'il renonce à se présenter aux nouvelles élections fixées pour le mois de février 1999. Le 24 janvier, dans le Télégramme, il fait ses adieux. Quand j'ai accepté d'être dans mon pays d'origine le porte-drapeau du Parti républicain, j'avais la pensée d'être un élément de paix et de réconciliation, d'apporter à mes compatriotes toute mon activité et de mettre à disposition de notre région tous les moyens d'action que je dois à toute une vie de labeur ininterrompue. Mais j'ai le regret de constater que mes adversaires politiques ont répondu par des injures violentes à mes intentions les plus loyales. Je ne saurais consentir à recommencer pareille épreuve, quel que soit le regret que j'en éprouve pour mes amis et mon pays. Ainsi s'achève la seule incursion politique d'Edmond Bertisol dans son département de naissance. Et je crois que c'est à la suite de cette élection en 1899 que l'on doit l'inhumation d'Edmond Bertisol dans le cimetière de Fleury-Mérogis. Car c'est à partir de cette date que Edmond Bertisol va commencer et va décider d'être inhumé à Fleury et va entreprendre les démarches pour y avoir un enclos particulier. Cependant, Bertisol demeure tout puissant en Roussillon. Après cette tentative malheureuse, Bertisol va s'investir totalement dans l'activité économique. Désormais, Bertisol et Duperchy ne sont plus associés. Duperchy, avec Félix Salard et Jules Dollfus, Louis-Étienne Virriot, ils ont constitué le groupe Arcada qui fera de grandes réalisations en Europe et en Amérique latine. Quant à Bertisol, en 1896, il obtient la construction du port de Salonique. Il fonde alors la Société ottomane d'exploitation du port de Salonique. Cette action n'est pas une action de la Société ottomane d'exploitation du port de Salonique. C'est une autre société que Bertisol a créée avant, qui est la Société de la Régie des terrains à Salonique. Et on peut y remarquer la signature de Bertisol de cette action en tant qu'administrateur de cette société.
où il achètera les terrains avant de les revendre pour y construire le port. Il fonda alors la Société ottomane d'exploitation du port de Salonique. Jusqu'à sa mort, il gardera des intérêts financiers dans cette ville, sous le nom de Société franco-hellénique d'exploitation du port de Salonique, dont il en sera le directeur. Cette entreprise fonctionnera jusqu'en 1960. À cette date, 3 de ses administrateurs, messieurs Berger, Violet, Patrouix, étaient les héritiers d'Edmond Bertissol. Tous 3 avaient épousé les filles de Marguerite Bertissol, qui avait épousé Jules Robert, son directeur de travaux. Et Jacques Violet était l'héritier de la maison Beer. Comme quoi on retrouvera par la suite, il y a tout un... Pionnier de l'énergie électrique. Dans les dernières années du siècle, conscient qu'il doit réussir en ce domaine pour ne pas être discrédité aux yeux du grand public, Bertissol va s'attacher à dépasser les premières difficultés qu'il a rencontrées dans son entreprise de production d'électricité. Dans un premier temps, il renforce la capacité de son usine perpignanaise et dès le 10 février 1898, la ville est éclairée. Il s'agit de Perpignan. Le journal des conservateurs, le Roussillon, se réjouit par avance de cet événement. C'est demain, 10 février, que notre ville va être définitivement éclairée à la lumière électrique. Des essais ont eu lieu successivement la semaine dernière dans les différents quartiers de la ville et ont donné de bons résultats. La lumière était nette et sans flottement. Les défectuosités de l'éclairage étaient jusqu'à présent attribuées non seulement à l'usure rapide des lampes, mais encore à la faiblesse des courants. Les machines dont dispose actuellement l'usine Bertissol représentent en totalité une force de 750 à 800 chevaux vapeur, ce qui était énorme pour l'époque. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'infiniment petit. Mais... Dans le même temps, percevant les limites de son installation citadine, Bertissol fait construire sur la tête à Rodez, près de Vinça, une usine hydroélectrique équipée de 3 dynamos de 35 000 watts chacune. Les eaux de la tête sont amenées à l'usine par le canal de Corbert. L'usine était opérationnelle dès la fin de l'été 99. L'électricité produite avec une puissance de 8400 volts est transmise par câble sur poteau jusqu'à Perpignan, distante de 34 km. À partir de 1900, cette usine assure la fourniture de l'énergie à la Société des tramways électriques de Perpignan, dont le réseau est achevé en 1901. Pour financer ces réalisations, Bertissol crée la Société hydroélectrique roussillonnaise, dont le siège social sera naturellement au 7 rue Lafayette à Paris. Au capital de 2 millions de francs, dont il possède 80% des actions. Désormais, l'opération s'avère rentable, puisqu'en 1903, la SHER, Société hydroélectrique roussillonnaise, réalise un bénéfice de 200 000 francs. En 1893, dans le même cadre, dans le cadre même du moins de la cité Bertissol, Edmond Bertissol a fondé une fabrique de papier à cigarettes dont la force motrice est évidemment fournie par la station hydroélectrique Bertissol. Nostalgie oblige, la marque s'appellera le Suez. La publicité le présente comme le meilleur des papiers à cigarettes qui est paru jusqu'à ce jour en cahier broché et cartonné. Dans l'esprit de Bertissol, ne s'agissait-il pas avant tout de faire concurrence à l'entreprise familiale Berdou-Job qui fabrique le Nil, mais qui, de par ses apparentés, était également allié à ses ennemis politiques. Les deux usines, quoi qu'il en soit, les deux usines, celle de Berdou et celle de Bertissol, employaient alors un grand nombre de paperatas. C'était les gens qui fabriquaient les carnets de papier à cigarettes. Et cette affaire de Bertissol n'a pas survécu au-delà de 1910, puisqu'à cette date, Job détenait les deux usines de papier à tabac de la ville. Héros de l'expansion urbaine. En ce début du XXe siècle, la grande affaire qui alimente les conversations dans la capitale roussillonnaise est la prochaine destruction des remparts de la ville. Cette opération a été évoquée depuis la fin de la guerre de 1870 et le conseil municipal avait déjà contacté Bertissol en 1890, lequel s'était déclaré d'accord pour assurer ce chantier. Mais les pourparlers avec les autorités militaires étaient laborieuses
était laborieux car le génie réclamait 4-7 millions de francs. Le projet devient enfin réalisable en 1901 par le déclassement des fortifications. La municipalité est disposée à racheter à l'État les anciens terrains militaires, mais il faudra rapidement sur la destruction des repères et l'aménagement urbain. La seule société capable d'effectuer et de financer ces travaux sera naturellement Bertissol, qui, en échange, Bertissol, à ces propos que l'on confierait de nos jours de Boubis, Bertissol a buté de joindre des arguments économiques. Il termine son arrogante par une confession de foi parfaitement philanthropique. N'allez pas vous laisser, contre ses adversaires au projet, intimider par ces esprits à l'âme pusillanime, qui dans toute offre, quelle qu'elle soit, ne voit toujours qu'une affaire. Et après tout, oui, c'est une affaire digne d'une noble et haute ambition, celle de vouloir refaire une ville en la dotant de moyens adéquats à l'évolution sociale du moment. Qu'importe si pour l'heure ce n'est qu'une affaire d'or. Bertissol est désormais un puissant entrepreneur ayant des ingénieurs sous ses ordres. C'est François Joffre, le frère du futur maréchal, ingénieur des arts et métiers, qui négociera pour son compte avec la municipalité, une fois l'affaire conclure. La société hydroélectrique roussillonnaise dont Bertissol est principal actionnaire devient le maître d'œuvre. La SHER s'engage à verser en 5 ans les 1,3 millions de francs demandés par l'État en paiement des 42 hectares de terrain ainsi libérés par la destruction des remparts. En contrepartie, elle récupérera pour prix de la démolition 17 des 42 hectares. Dirigés par l'ingénieur Salomon, les travaux commencés en mai 1904 vont durer au moins 2 ans. Pour la municipalité, c'est une opération blanche puisque sans bourge déliée, elle récupère 25 hectares. De l'amalgame entre les affaires et la politique. En dépit de cette activité débordante, notre homme d'affaires se présente aux législatives du 27 avril 1902. Jules Pams, son adversaire de toujours, étant désormais solidement implanté dans la région de Céré, Bertissol va poser sa candidature de la première circonscription de Perpignan, qui comprend une partie de la ville, un vaste secteur rural s'étendant de la Salanque aux Corbières catalanes. Le 26 février, les principaux chefs du Parti républicain progressiste décident de présenter Eugène Sauvy dans la seconde circonscription et d'adresser un télégramme à Edmond Bertissol, ancien député, le priant de faire connaître sans retard si oui ou non il accepte la candidature de la première circonscription de Perpignan. En mars, la candidature Bertissol, patronnée par plusieurs négociants, entrepreneurs, propriétaires de Perpignan, semble se confirmer. La préfecture est informée en ces termes. On pense que ce candidat millionnaire, grand industriel, ex-député, opportuniste de Céré, concessionnaire de l'éclairage électrique de Perpignan et propriétaire d'un groupe de maisons dit Cité Bertissol, aurait quelques chances de succès en raison de sa situation d'entrepreneur, étant donné surtout que sa candidature a été acclamée dans une réunion le 2 courant à l'Alcazar, immeuble appartenant à Bertissol, et où aura lieu à Perpignan la première séance cinématographique. Vous voyez, même dans le cinéma versionnel. Il reste 8 jours avant les élections, dont le premier tour est fixé au 27 avril. Bertissol va mener une campagne à sa mesure, rapide, dense et originale. Son comité de soutien s'installe évidemment cité Bertissol, au numéro 6, deuxième étage. Le 16 avril, avant même son arrivée à Perpignan, sous le titre « Le travailleur républicain », organe des intérêts roussillonnais est sorti, le premier numéro de son journal de campagne. Sur le toit d'une de ses maisons de la place de la Loge à Perpignan, il fait installer une réclame lumineuse en lettres de 0,75 m sur 1 mètre de haut portant cette maxime « Vive le travail, Bertissol ». Les temps ont bien changé depuis son élection de 1889. Cette fois, Bertissol bénéficie du soutien total de l'Indépendant, journal de Perpignan. Face à lui se bouscule une pléthore de candidats se réclamant du radicalisme, Colas, Rogard, Bertrand, ou du socialisme, Linière. Bertissol est également combattu par les syndicalistes. C'est ainsi que Bazerbe, dirigeant la Bourse du Travail de Perpignan, fustige le Rothschild portugais. Quant aux radicaux perpignanais, ils apostrophent leur adversaire, le vicomte Edmond de Bertissol, commandeur du Christ de Portugal. C'est l'affiche que vous avez vue tout à l'heure. Dommage qu'il n'y ait pas eu de campagne électorale de ce type à Fleury-Mérogis à l'époque. Ça aurait été très intéressant pour Acte 91, pour son exposition sur les affiches politiques qu'il voulait organiser. Bertissol a une proposition sur tous les thèmes de société. Dans son programme politique, on relève entre autres propositions en réduction du fonctionnarisme. Alors là, vous voyez, oui, on passe à la suivante. Ça, c'est toujours une publicité sur le Suez de Bob la cigarette, sur les quais devant la préfecture de Perpignan. Et voilà le programme du citoyen Bertissol.
Réduction des impôts, service militaire à 2 ans, retraite ouvrière, développement des institutions de prévoyance et de mutualité. Le programme viticole essentiel pour tout candidat dans le Midi est également très fourni. Certains points peuvent apparaître démagogiques, notamment lorsqu'il se déclare pour la libération du vin de toutes ses charges, pour le vin aux soldats, pour la réduction et unification des frais de transport pour le vin, les produits agricoles et les engrais, ou pour l'abaissement des droits de douane dans les pays étrangers. Mais Bertissol fait également une proposition originale qui connaîtra des prolongements au cours des années suivantes. C'est en effet à l'occasion de cette campagne qu'il lance l'idée d'une organisation des trusts et la formation d'une puissante société d'exportation. Enfin, son programme local n'est pas mince, chemin de fer à une voie normale de Rueil-Sat à Baccarat, chemin de fer local, etc. Le pari politique de Bertissol va parfaitement réussir, probablement au-delà de ses espérances. Arrivé en tête dans la quasi-totalité des communes, il est brillamment élu dès le premier tour avec près de 60% des suffrages. Son concurrent a priori le plus dangereux, l'ancien maire de Perpignan, Louis Colas, réalise un score dérisoire. Manifestement, de nombreux acteurs de gauche, radicaux et même socialistes ont choisi Bertissol, y compris dans les Corbières. Dépité, Bazère conclut, nombre de consciences trouvèrent au fond d'une bouteille ou d'un verre d'absinthe le nom du candidat millionnaire. Les campagnes électorales à l'époque étaient dures. Le retour de Bertissol à la Chambre des députés ne laisse pas indifférent. Et à nouveau, la validation de son élection va donner lieu à contestation. Certes, Étienne Flandin a fait un rapport favorable à la validation, mais le 24 juin, lorsque la discussion de cette élection arrive à l'ordre du jour de la Chambre, le député de la seconde circonscription de Perpignan, le radical socialiste Jean Bourras, demande l'annulation en raison des promesses de Bertissol, déplorant l'amalgame que fait Bertissol entre ses affaires et sa candidature. Bourras s'appuie sur plusieurs passages de sa profession de foi et de ses affiches. Il cite: à propos des chemins de fer de Saint-Laurent et de Baccarès, je m'engage à faire tous mes efforts pour obtenir l'exécution de ces lignes. La facilité de transport d'énergie électrique à de grandes distances permet aujourd'hui de réaliser facilement ce programme de travaux publics. Qui donc sera mieux à même que moi de le mener à bonne fin, grâce à l'immense force électrique dont dispose l'usine de Vincent, dont, naturellement, Bertissol était propriétaire. De fait, le mélange des genres n'a jamais gêné Bertissol, qui ne s'embarrasse guère de précautions littéraires. Il est vrai que l'homme d'affaires Bertissol était alors omniprésent en Roussillon. Dans son réquisitoire, Bourras va trouver un appui en la personne de Jean Jaurès. Le tribun socialiste accuse: il me paraît infiniment grave pour un entrepreneur puissamment riche de subordonner à l'octroi du mandat législatif qui sollicite la réalisation de grands travaux en annonçant qu'il tient dans ses mains les capitaux nécessaires à l'exécution de ces travaux. C'est la perpétuelle confusion des puissants moyens dont M. Bertissol dispose comme riche entrepreneur et des moyens nouveaux qu'il demande au suffrage universel. Voilà où est la gravité de ces affirmations, de ces promesses. Il est singulier que l'on s'attache à relever, comme on l'a fait jusqu'ici dans beaucoup de dossiers, des traces de corruption lorsqu'il s'agit de sommes minimes distribuées directement aux électeurs et qu'on laisse impunie parce qu'elle est indirecte et parce qu'elle n'est permise qu'aux puissants capitaux. Cette forme la plus dangereuse de toutes parce qu'elle s'adresse à tout un pays qui consiste à édifier son élection sur la promesse de travaux réalisables par son capital. Cet extrait, c'est quelque chose de très officiel, c'est l'extrait du journal officiel de la Chambre des députés, débat et séance du 24 juin 1902. C'est de sa place que Bertissol va défendre sa cause sereinement. Concernant le canal dont il est question est un canal qui peut être construit par une entreprise particulière. Il y a 20 ans, j'ai formé une petite société pour faire l'étude de ce travail. Nous avons consacré 50 000 francs à cette étude. Aujourd'hui, j'ai annoncé que je pourrais reprendre à titre d'entrepreneur ce travail. Ce n'est pas un travail d'administration. N'importe qui peut faire un canal d'arrosage. Ce sont les particuliers qui payent. Je n'ai pas promis autre chose. De même, les remparts de Perpignan peuvent être démolis par l'administration ou par une entreprise particulière. Il y a 20 ans que je dirige des travaux analogues. Il n'y a là aucun acte de corruption. Finalement, probablement en raison de l'ampleur du succès électoral de Bertissol, la demande d'enquête présentée par Jean Bourras et appuyée par Jaurès va être repoussée par 291 voix contre 216. Cette fois, Bertissol est vraiment à nouveau député. De la défense de la viticulture. De 1902 à 1905, Bertissol semble totalement absorbé par la gestion de ses chantiers et de ses affaires commerciales à Perpignan, à Salonique, au Mozambique ou ailleurs. Mais la spécialisation n'est pas dans la nature du personnage qui vient occuper un terrain où on ne l'entend guère, celui de chantre de la viticulture méridionale. De fait, l'année 1905 va être pour Bertissol l'année de la viticulture. En janvier, il interpelle le gouvernement sur les mesures que celui-ci compte prendre pour mettre fin à la crise sur les vins naturels des régions viticoles du Midi.
En février, il dépose une proposition de loi tendant à instaurer une déclaration de récolte afin de lutter contre la fraude au persucrage et mouillage des vins à la propriété. Bien que soutenu sur ce point par le député de la Gironde, le cours de Pierre de l'Hersant et le quasi des députés du Midi, l'amendement proposé par Bertissol repose une majorité au nom du principe de la liberté. La loi du 6 août 1905 se contentera d'instaurer les acquis pour la circulation du vin. On sait que la mise en place de la déclaration de récolte ne sera finalement votée que 2 ans plus tard par les dramatiques événements de 1907. En mars 1906, Bertissol s'adressera au ministre des Finances pour réclamer une application plus stricte de la réglementation. C'est grâce aux acquis fictifs que les négociants peu scrupuleux parviennent à pratiquer les fraudes qui ruinent notre malheureux Midi et à discréditer par surcroît le commerce honnête. L'homme d'affaires a rarement fait preuve d'une telle ténacité à la Chambre. Ce n'était pas sans arrière-pensée que Bertissol avait fait cette intervention. Ce tardif intérêt pour les débats parlementaires et l'économie viticole n'est pas fortuite. De fait, dans le même temps, Edmond Bertissol crée et développe le groupement commercial qui va donner naissance à la marque d'apéritif Bertissol. Notre personnage a convaincu quelques 442 petits producteurs des communes de Banyuls, Port-Vendre et Cerbère de lui vendre le raisin à un prix fixé à l'avance. Non loin de la gare de Banyuls, après avoir arasé une colline, il fait construire d'importants chais qui vont accueillir la récolte dès 1905. C'est ainsi que sera créée la Société des vins de Banyuls naturels. Cette société commercialisera environ 20 000 hectolitres par an. Mais fidèle à sa nature, Bertissol voit grand. La structure mise en place à Banyuls n'est à ses yeux que le premier pas d'un regroupement beaucoup plus large qu'il va appeler Trost des vins du Midi. Ce projet résulte de l'analyse que Bertissol fait de la crise viticole. Pour faire remonter les cours, qui se détériorent depuis près de 10 ans, le rassemblement d'une grande partie des producteurs régionaux de vin s'impose. Regrouper, ceci pourrait réguler l'offre, garantir la qualité des vins et par là même obtenir des prix plus élevés. L'inspiration du projet d'Edmond Bertissol est à rechercher davantage dans les trusts financiers et les quartiers industriels qui se développent à la fin du XIXe siècle que dans les associations viticoles qui se mettent alors en place, notamment aux États-Unis. Fleury, au Courrier agricole et viticole, un interlocuteur qui lui reproche son projet d'être une pâle copie du trust Percy Morgan des vins de Californie, Bertissol répond franchement qu'il n'avait pas connaissance de ce contrat. Bertissol déclare que l'idée lui en est venue par simple bon sens. Propriétaire récolte-vous, j'ai constaté qu'en vendant mon vin directement à la consommation, je retirais 15 francs, alors que le commerce m'en offrait 100 sous, soit 5 francs. C'est de cette expérience que je tire mon meilleur argument. Ce que je fais moi-même, nous pourrions tous le faire en nous associant. D'où l'idée du Trost des vins. Le Trost des vins du Midi présenté par Bertissol est gigantesque. Il s'agirait de former une société commerciale au capital social de 300 millions, dont la moitié serait consacrée à la construction de cuves d'une contenance totale de 30 millions d'hectolitres sur les lieux de production, et l'autre moitié au fonds de roulement. Bertissol prévoyait de vendre l'ensemble de cette production en bouteilles par un réseau spécifique de représentants, ce qui pour l'époque constitue une originalité de premier ordre. Pour éviter le mouillage, tout le vin de la société sera vendu en bouteille et portera sur le bouchon et à la cire le degré et le prix. Bertissol insiste sur la faisabilité de cette entreprise. Je suis allé visiter à Charenton l'installation mécanique de M. Loiseau qui opère sur 50 000 bouteilles par jour. Avec 300 jours de travail par an, cela donne 15 millions de bouteilles. On voit par ces chiffres qu'il suffirait d'avoir 2 établissements de ce genre par département pour embouteiller 2 milliards de bouteilles. Il serait certainement excessif de qualifier ce projet de Trost des vins naturels Midi de coup de bluff, comme le firent les adversaires politiques de Bertissol. Pour autant, il est certain que ce projet de Trost fit Edmond Bertissol une heureuse publicité dans un pays où toutes les préoccupations tourne alors autour de la mévente des vins et de la fraude des vins. Durant quelques mois, sinon quelques années, son auteur va être vécu par de nombreux viticulteurs comme un homme providentiel. Une fin de vie richement remplie. Malgré la multiplicité des activités qu'il exerce désormais en Roussillon, Bertissol ne tient pas plus à y cantonner sa vie sociale que sa vie professionnelle. De fait,
s'il restera toujours en marge de la bonne société perpignanaise, si les membres de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, depuis 1890, il n'assiste que rarement aux séances, contrairement à ses adversaires ou amis politiques. Il n'exercera pas davantage de fonctions locales dans le département. Manifestement, lors des élections municipales de 1904, Bertissol aurait pu devenir maire de Perpignan. Il se contentera tout simplement d'être le président du comité de soutien à la liste républicaine des intérêts municipaux, conduite par Eugène Sauvy. Certes, le changement de municipalité à Perpignan va favoriser les affaires de l'entrepreneur, mais l'homme préfère jouer le châtelain-vicomte dans son domaine de Pinheiro au Portugal, où il réside une partie de l'année, ou à Fleury-Mérogis, où il sera reconnu et respecté jusqu'à son dernier jour. Pour vous donner un petit peu l'idée du déroulement des élections à l'époque et où les termes utilisés, ce sont les élections municipales de Perpignan. Où étaient mis en cause notamment on mesure combien Bertissol fait de la politique en pointillé, intervenant selon ses centres d'intérêt du moment, se manifestant surtout l'approche du renouvellement de la Chambre. Il est vrai que Bertissol est accaparé par beaucoup d'autres activités. En cette année 1905, il est sur le point de traiter une grosse affaire de construction de chemin de fer en Italie et il est adjudicataire de 2 tunnels du Transpyrénéen. Il n'en sera pas moins réélu député aux législatives de mai 1906. Parmi ces 2 tunnels, le tunnel ferroviaire de Puy-Morins. On vient de faire actuellement, aujourd'hui, un tunnel routier. Et c'est le tunnel ferroviaire a été construit par Bertissol. Sur la personnalité de Bertissol, le maire Bertissol contre le député Bertissol. En 18... Voilà l'enclos privé de la famille Bertissol à Fleury, la tombe centrale, la tombe de M. Bertissol, la tombe du fond dedans, il s'agit d'une tombe des descendants actuels de M. Bertissol, et au premier, on y retrouve, si on pouvait avoir un peu plus de netteté, des familles. En 1899, Bertissol avait déjà décidé qu'il serait inhumé à Fleury-Mérogis, puisque cette année-là, il fait don à la commune de 340 mètres carrés de terrain pour agrandir le cimetière, à la seule condition qu'il se réservera une partie pour établir la sépulture perpétuelle de sa famille. Le 10 août 1901, il offrait 600 francs pour réparer ce même cimetière municipal. En 1910, enfin, déjà soucieux de l'après-Bertissol, il demande le droit d'ouvrir une porte de communication entre le cimetière et le terrain devant servir de lieu de sépulture, pour lui et sa famille, et prévoit que ses héritiers paieront autant de fois la valeur de 2 mètres de terrain qu'il y aura de concession. Un tel attachement à cette terre francilienne ne peut étonner, mais assurément l'homme se sentait mieux dans la peau de maire de Fleury-Mérogis que celle de député. Et manifestement, les 2 rôles étaient étanches dans l'esprit du personnage. D'ailleurs, Bertissol adoptait des attitudes différentes lorsqu'il était dans la peau de député de Perpignan ou de celle de maire de Fleury-Mérogis. Nous en prendrons pour preuve les relations que Bertissol entretenait avec l'Église. Que Madame la Vicomtesse fréquente l'église de la paroisse de Fleury-Mérogis, qu'elle offre 2 chandeliers à cette même église peut se comprendre, même de la part de l'épouse d'un député républicain du XXe siècle. Plus étonnant est de voir en 1907 ce même député républicain, qui plus est franc-maçon, tenir tête à l'administration préfectorale lorsque celle-ci décide et ordonne d'enlever un Christ en croix situé dans la salle de classe. D'autant que ce dernier tiendra tête à l'administration préfectorale. Et dans un écrit qu'il adresse, cet écrit est un écrit que Bertissol
adresse à son adjoint, M. Blavet, pour faire la réponse au préfet. Je cite, « Lors de la création de l'école de Fleury-Mérogis, un CRIS a été mis sur l'un des murs. Personne dans la commune n'en a demandé l'enlèvement et il semble inutile de procéder à cette opération que le conseil municipal juge inutile. » Refusant de se plier à de nouvelles injonctions du préfet, le CRIS va être finalement retiré de l'école par le commissaire de police de Corbeil, chargé de le remettre à la mairie. Bertissol persiste, puisqu'en 1908, le même CRIS s'est accroché cette fois dans le bureau du conseil municipal. Évidemment, cette obstination cléricale déplaît profondément aux radicaux du cru, qui réagissent par des articles vengeurs dans la presse locale, tel celui paru dans l'Indépendant de Seine-et-Oise et justement signé « Vangis ». Si le conseil s'occupe de Dieu et de ses saints, qu'il me soit permis de lui faire remarquer qu'il néglige totalement les questions d'hygiène. Il ferait beaucoup mieux d'assurer l'écoulement des eaux dans le bas de la route de Fleury où un clag infect empeste les habitants. Il est vrai qu'on ne peut à la fois assurer son bien-être sur la terre et dans le ciel. Pourtant, le député Bertissol avait bien voté la séparation des églises et de l'État, le 3 juillet 1905. À croire que dans son esprit, le député et le maire n'avaient pas à penser à agir de la même façon.